On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. On se barre avec Lydie Drame. Bonjour. Aujourd'hui, je retrouve la journaliste Lydie Drame, fondatrice de l'association CTV Productions, pour nous parler de contrôle coercitif. Une notion qui permet de repenser les violences conjugales et de mieux comprendre ce qui se joue. J'ai fait appel à Lydie, car elle a subi ce contrôle coercitif et les violences coercitives, que ce soit pendant sa relation avec son ex-compagnon et même après. Elle a aussi connu la violence des institutions, et elle s'est toujours battue pour faire entendre sa voix et celle de ses enfants. Lydie a même permis à des chercheurs français de mieux connaître, comprendre et d'appréhender le contrôle coercitif. Voici notre conversation ô combien instructive, car Lydie va vous exposer sans filtre la réalité, son vécu, sans pincettes. C'est une lionne qui ne garde pas le silence, et sa puissance est inspirante. Merci à elle pour cet échange. Le contrôle coercitif, c'est quand une personne utilise tous les moyens qu'il a pour te contrôler à tout temps, quoi, que ce soit au niveau de chez toi, au niveau de tes chemins, au niveau de l'administration, au niveau tout ce qu'il peut utiliser, il l'utilise pour pouvoir t'avoir dans sa coupelle, quoi. Mhm. Ça coupe, hein. Quand Mhm. tu es en couple, le contrôle coercitif, il contrôle tes tenues, ta tenue vestimentaire, ton maquillage. Il va te dire une fois que tu es préparé, que tu dois ramener les petits, bah non, tu retournes, j'aime pas cette tenue, va te changer. Si par exemple un jour vous avez un rendez-vous en commun, il va te dire oui, fais-toi belle, je vais te présenter un tel. Et puis après, il va te ramener une robe, puis tu vas mettre la robe, puis il va te dire ah ben non, finalement, je veux pas que tu te mettes cette robe, va te mettre un pantalon. En fait, Mhm. avoir le contrôle sur toi, tout simplement. Mhm. Décider le jour, la nuit, ce que tu es, ce que tu dois être, hein. On peut dire on devient esclave. On est sa chose, oui, Mhm. on est son esclave en quelque sorte. Est-ce que, du coup, vraiment, dans ce contrôle coercitif, il y a vraiment des notions on peut dire, de torture, de peur, d'effroi? Oui, il y a des notions de peur puisque déjà la personne pour la plupart du temps a vécu déjà auparavant avec toi. Donc, t'as conditionné, que tu le veux ou que tu le veux pas. Maintenant, même s'il y a séparation, même si tu as fait des soins, même si tu as été suivi, il reste toujours une légère, on va dire, appréhension que cette personne utilise contre toi. Donc après la séparation, ça persiste le contrôle coercitif. L'agression persiste. Qu'est-ce qu'on appelle contrôle coercitif? On peut aussi renommer ça comme une agression invisible, si tu veux, Mhm. une agression psychique qui est tout autour de toi, en fait. C'est comme si une araignée tissait une toile Mhm. tout autour de toi sans que la toile te touche. En fait, c'est quelque chose de futé, le contrôle coercitif. C'est la personne qui connaît tes chemins, tes trajets, qui connaît tes habitudes, qui, comme je te dis, bien souvent a vécu avec toi, donc qui sait où vont les enfants à l'école, qui sait tout toutes les personnes que tu fréquentes. Donc en fait, cette personne va retracer tous tes parcours Mhm. avec les horaires qu'il connaît, bien sûr, et va te faire des petites frayeurs, c'est-à-dire va avancer sa voiture au moment où tu vas traverser, par exemple. Il peut y avoir des vitres teintées, donc toi tu peux pas porter plainte parce qu'il y a la vitre teintée, mais tu sais très bien que c'est la personne en question puisque c'est le même type de véhicule. Enfin, il y a plein de choses, on peut utiliser plein de choses pour le contrôle coercitif, y compris avec l'aide des institutions sans qu'elles le veulent. Je te donne un exemple. Mhm. Quand tu es séparé, que tu as eu un jugement et que tu as l'autorité parentale exclusive, il peut arriver que l'établissement scolaire, malgré qu'ils aient ton dossier sous les yeux, demande la feuille d'imposition de ton agresseur. Alors que quand tu es sous ordonnance de protection, tu peux pas, enfin, vous n'êtes pas en contact, donc tu ne peux pas avoir Mhm. ces papiers en question. Et du coup, tu te retrouves bloqué. Donc, soit tu payes des sommes, soit tu as des dettes, si tu veux. Mhm. Et après, il faut être malin, il faut trouver l'argumentation, le courage de contre-attaquer, ce que moi j'ai fait, mais ce que tout le monde ne peut pas faire. Mhm. Parce que souvent, tu es en porte-à-faux le temps que tu contre-attaques. En fait, Mhm. tu te mets en danger. Mais si tu ne te mets pas en danger, tu ne peux pas contre-attaquer. Mhm.
Parce que durant un laps de temps, tu n'es pas dans la norme, puisque les institutions, même s'il y a des choses qui sont actées, ne les mettent pas de suite en pratique. Donc tu te trouves en tant que... Alors c'est toi la victime, on sait ce que tu subis, on sait que tu es sous ordonnance de protection, on sait que l'agresseur n'a pas le droit d'entrer en contact avec toi, mais pourquoi l'institution te demande ces feuilles d'imposition? C'est illogique, en fait. On se retrouve dans un cercle infernal. Et il y a des tas de choses comme ça. Je pourrais t'en citer plein. Et dans ton quotidien, il y avait ce contrôle coercitif tout le temps quand tu vivais avec ton ex-compagnon, ça se manifestait comment? Ah bah alors là, c'est les coups de téléphone, à voir où t'es situé, te suivre H24, t'appeler, raccrocher, te demander où tu es, puis arriver 10 minutes après à l'emplacement où tu te trouves. Ça peut être soit visible ou soit invisible, c'est-à-dire soit il te suit sans te le dire, et puis le soir, t'en tirant, il te dit bah je t'ai vu, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as oublié de me dire que t'étais avec un tel, et tu sais que la personne t'a suivi. Donc c'est ça, c'est tout ça le contrôle coercitif. Ou alors c'est direct. Il te montre qu'il est là et tu te fais monter tout de suite dans la voiture en prétextant avec un sourire qu'on a un rendez-vous, par exemple. Le contrôle coercitif, on peut dire, c'est un enfermement, en fait, finalement, s'il contrôle chaque pan de ta vie. Chaque mouvement, oui. À partir du moment où ils connaissent comment tu fonctionnes, ils connaissent aussi ton administratif, tout ce qui te concerne. Donc, c'est facile pour eux d'exercer un contrôle sur toi. En fait, il y a l'avant et il y a l'après. Et l'après, durant l'après, il y a toujours du contrôle coercitif, même quand tu as gagné. Donc, c'est pour ça que j'aime bien différencier les deux, en fait. Et ils supportent pas qu'on parte, donc ils continuent ce contrôle coercitif. Et après, Alors, là, c'est très dur, oui. Quand quelqu'un a exercé autant de pouvoir sur une personne, bah, on le sait, hein, on le voit bien. Quand quelqu'un a du pouvoir, bah, on le voit même au niveau de nos chefs d'État, hein, ils ont du mal à le rendre. Hein. Donc c'est pareil pour une tierce personne lambda. C'est-à-dire que quand il exerce son pouvoir sur sa partenaire ou son partenaire, il refuse de le rendre. Pour lui, c'est impensable, inimaginable que l'autre puisse reprendre sa vie en main. Ils préfèrent détruire la personne plutôt que cette personne rebondisse. Pour eux, c'est pas concevable qu'on arrive à vivre sans eux. Alors que la plupart du temps, quand il y a des soins, on y arrive à vivre sans eux. Et ça, ils ne le conçoivent pas. Et c'est pour ça qu'après apparaît le deuxième, enfin le contrôle coercitif au niveau de l'extérieur quand tout est fini, au niveau des institutions, au niveau de l'environnement, soit vers le logement, soit là où les enfants sont scolarisés, soit au niveau des institutions, tout ce qui peut faire pour te bloquer, pour te contrarier, pour bloquer certaines situations, même financières, ces personnes vont l'exercer pour pouvoir avoir du pouvoir sur toi. C'est ça le pouvoir coercitif. C'est une coercion de mauvaises actions, en fait. Est-ce qu'on peut s'échapper de ce contrôle coercitif? Comment on peut s'en échapper? Alors, c'est très compliqué. Comme je t'ai dit, c'est un peu comme une toile. Moi, par exemple, une fois que je m'en suis sortie, c'est les institutions qui m'ont maintenue dans cette violence coercitive. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé avec Andrea Gruel-Vintila, qui, je prononce mal, mais avec Andrea, qui m'avait été présentée par une autre femme victime de violence que j'avais reçue dans une de mes émissions. Et à qui j'avais établi plein de listes, plein de choses. On avait eu rendez-vous dans un restaurant à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais apprécié cette rencontre où je m'étais confiée, où j'avais dit ce que je vivais quand la personne, par exemple, je suis dans mon appartement, la personne n'a pas le droit de m'approcher, je suis située au premier étage et que la personne se met en haut pour m'espionner. En fait, il y a un petit endroit, un peu comme une petite colline, une petite pente, se met au-dessus, il me regarde de la fenêtre. Je lui avais donné maintes et maintes exemples comme ça, où l'école qui est juste en bas de chez moi, je descends, c'est l'école des enfants, et la personne qui n'a pas le droit de m'approcher se retrouve attend que je parte ou que j'arrive pour être devant la grille, alors que la personne est censée pas m'approcher. Enfin, un tas de choses inimaginables. Alors que dans le jugement, c'est précisé déjà qu'il y a interdiction. Donc en fait, il faudrait que les institutions jouent le jeu, en fait, finalement. En fait, il y a des lois, mais la plupart du temps, elles sont contournées ou pas appliquées.
Mhm. C'est ça le drame. C'est ce qui engendre la violence coercitive. Parce que si depuis le départ, par exemple, à ma première plainte, quand la personne était venue devant l'établissement, l'établissement est en dessous de ma fenêtre, Mhm. ça peut pas être. La personne n'a pas le droit de m'approcher, sachant qu'elle a déjà occasionné pas mal de dégâts, qu'elle m'a déjà défiguré X choses. Donc qu'elle se retrouve, il faut se mettre à la place de la victime devant la grille de l'établissement, alors que l'établissement est en dessous de ma fenêtre. C'est inimaginable. Mhm. Et qu'on essaye de justifier ça en disant mais oui, mais il vous a pas approché, la personne habite dans le 77, qu'est-ce qu'il fait en dessous de ma fenêtre en fait? C'est illogique, c'est de la violence coercitive. C'est-à-dire que on minimise l'impact alors qu'on devrait réagir de suite, taper sur les doigts à la personne en disant il y a eu le jugement, vous avez pas, il y a une ordonnance de protection, vous habitez à tel endroit, vous n'avez rien à faire à cet endroit-là. Il y Mhm. a eu un jugement d'établi où on a donné l'autorité parentale exclusive à une personne et où on a dit tel et tel jour, mis à part ça, il n'y a rien d'autre si c'est pas dans un lieu fermé. Donc, pourquoi la personne se retrouve devant l'établissement? En fait, elle a enfreint la loi. Mais Mhm. comme elle n'est pas punie et réprimandée, elle recommence. En fait, ces personnes-là se rendent vite compte que finalement, ils sont pris en compassion. Alors, pourquoi ça, il faudrait faire une longue étude dessus. Je crois que, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y a une inversion de culpabilité, encore une fois. Mhm. C'est toujours le violent qu'on essaye de dire ah oui, mais bon, c'est pas facile non plus pour lui, ses enfants lui manquent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, moi, je vais dire, il faut se baser sur les faits. Si quelqu'un est privé de ses enfants, c'est dû à quelque chose. Il y a Mhm. des certificats médicaux, il y a des comptes rendus. Je pense que la justice ne fait pas n'importe quoi. À partir du moment où il y a des faits bien précis, on doit les prendre en considération et pas faire abstraction en fonction de la personne qu'on a en face de soi par rapport à ses a priori. Voilà. Par exemple, ça pourrait être qu'on reçoit des SMS aussi, par exemple, qui peuvent paraître anodins parce que le contenu n'est pas si violent, mais des petits SMS comme ça. Oui, alors ça, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on reçoit des SMS, c'est des espèces de petits rappels en fait. Mhm. Ça peut être très agressif, comme ça peut être passif, hein. Ça dépend des jours, ça va dépendre de l'état d'esprit de monsieur, en fait, on va dire Mhm. ça comme ça, hein, Mhm. qui va tenter de maintenir une emprise sur la personne. Donc des fois en se victimisant ou des fois en se mettant comme s'il était en souffrance ou des fois en étant totalement agressif parce que justement on répond pas à ses Mhm. attentes. Ça varie, mais ça c'est constant, hein. Ça c'est prouvé d'ailleurs. Et Mhm. bien souvent, on conseille aux femmes de scrimer pour pouvoir démontrer par A plus B les appels téléphoniques, hein, ce que moi j'ai fait plusieurs fois où j'ai démontré le nombre d'appels que je recevais. Mhm. Euh, Ça fait partie des violences coercitives. Et tu me parlais des enfants. Les enfants aussi sont victimes de ce contrôle coercitif. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Ben oui, parce que quand un enfant sait qu'il y a un jugement et qu'on explique un peu les choses sans rentrer trop dans les détails, mais les enfants, ils ont besoin de savoir où ça en est, est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils y vont pas. Donc quand on dit mais non, vous inquiétez pas, parce que les enfants ont peur de cette personne, généralement de la personne qui est agressive, hein, de l'agresseur. Souvent c'est l'agresseur, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'agresseur qui fait peur. Mhm. Euh, donc, quand on rassure l'enfant et qu'on lui dit mais non, ne t'inquiète pas, le juge a émis un jugement et en fait, on peut te voir qu'en lieu médiatisé et qu'on explique à l'enfant et que l'enfant est rassuré. Et il se dit, bon, ben, ça va, il y aura des gens avec moi, même si l'enfant n'a pas envie. Attention, les lieux médiatisés, ils n'aiment pas ça, hein, les enfants, hein. Mhm. Quand ils ont subi, ils n'aiment pas se retrouver face à leur agresseur, hein. Mais bon, comme c'est la loi et qu'on va dire qu'on est encore au stade où il y en a beaucoup qui se battent pour que ça change, on espère que Mhm. ça changera un jour. Mhm. Mais pour l'instant, quand on émet un jugement et qu'on dit que ça doit être fait en visite médiatisée et que les enfants s'y rendent, ils se disent quand même qu'ils sont protégés. Mhm. Donc, quand ils voient la personne agresseur devant les grilles de leur établissement, ben, ils sont tout de suite en panique. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ça montre quoi aux enfants? Qu'en fait, il y a un jugement et qu'il est pas, que finalement, la personne qui agresse est tout permis. Enfin, Mhm. ils comprennent plus. Ils se disent, attends, on m'a dit ça, finalement, je devais vous voir tel jour, et finalement, il est tous les 2 jours devant mon école. Et c'est perturbant pour l'enfant, Oui, parce que qui a déjà cette propre peur. mhm. Parce qu'en fait, finalement, ces agresseurs veulent utiliser les enfants comme moyen de pression, finalement, un peu sur la mère, en fait. Oui,
tout à fait. D'une certaine façon, ils utilisent, ce sont des victimes, hein, à part Mhm. entière, hein, je le répète constamment, hein. Mhm. Les enfants sont victimes à part entière de l'agresseur. En fait, finalement, enfin, on pourrait dire qu'ils s'en foutent un peu de leurs enfants, en fait. Bah, généralement, les agresseurs sont des gens qui vivent que pour eux-mêmes. Mhm. Euh, alors pour ma part, de ce que j'entends et même des retours que j'ai de beaucoup de personnes, souvent ce sont des gens qui voient que leur propre souffrance Mhm. et donc qui n'ont aucune empathie pour l'autre. Mhm. En fait, l'autre doit être à leur service. Donc si déjà leur compagne, en fait, si déjà ils font ça avec leur compagne, bien souvent quand ils font ça avec leur compagne, ils font ça, ils ont fait ça auparavant, soit avec leur mère, soit avec leur sœur, enfin ça fait partie de leur personnalité. Mhm. Donc c'est pareil avec l'enfant. Mhm. Pour eux, l'enfant, c'est une tierce personne. C'est Mhm. juste un appui, comme un tremplin pour marquer son territoire et dire, Mhm. voilà, j'ai ça, donc c'est à moi, ça m'appartient. Mhm. Donc l'enfant est considéré comme un objet, en fait. Mhm. Il est utilisé et on joue avec ses sentiments. Et des fois, c'est dévastateur, hein. Toi, du coup, tu militerais pour dire que un homme violent n'est pas un bon père et qu'ils ne doivent pas avoir la garde. Alors moi, je milite à 200% pour dire qu'un homme violent n'est pas un bon père, tout comme une femme violente Mhm. n'est pas une bonne mère et ne le sera jamais. La personne qui est violente doit être, pour moi, une personne violente doit être destituée de tout droit. Mhm. Moi, je milite pour ça. Mhm. Parce que de toute façon, rien que dans l'exemple, dans ce qu'elle fait, dans les attitudes, dans les dégâts qu'elle engendre, elle ne peut que finalement être dévastatrice pour l'enfant qui voit une perpétuelle violence, une Mhm. perpétuelle agression, que ce soit verbale ou physique. Attention, pour moi, la violence verbale est tout aussi compliquée que la violence physique. Tout à fait. La violence physique, ça laisse des traces, la violence verbale, ça meurtrit l'âme. Donc Mhm. les deux associés sont dévastatrices. Donc la personne qui est violente doit être destituée, doit être éloignée de l'enfant. Mhm. Mais alors la plupart du temps, on l'a vu, hein, il y a des études qui le prouvent, ce sont fréquemment les pères. Mais il y a aussi des femmes violentes, je ne l'oublie pas. C'est pour Mhm. ça que je tiens à préciser la personne violente, Mhm. la personne qui a commis les méfaits. C'est pour ça que je dis souvent, il faut se baser sur les faits. Un fait est un fait. La personne qui a fait du mal, c'est elle qui doit être, qui doit être destituée, tout Mhm. simplement. Et c'est vrai Si qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi pour, par exemple, les mamans qui vont pas aller présenter à ses pères violents ou inversement l'enfant et qui prennent elles-mêmes, enfin qui ont des problèmes avec la justice parce que pour non-représentation d'enfants alors Mais qu'elles c'est ce que sont... je te disais tout à l'heure, c'est ouais, un peu ça aussi, c'est une violence, c'est une violence coercitive ouais. parce que si tu présentes l'enfant, bah, comme je t'avais déjà dit Mhm. dans une autre fois, Tout à fait. moi j'ai présenté mon enfant ensuite au JAF parce qu'un policier assermenté avait dit que je venais pour un oui ou pour un non porter plainte. Alors que la com de l'époque était de venir porter plainte quand il y avait, euh, quand il y avait mauvais traitement. Donc moi je le faisais. Mhm. Et finalement, le JAF, je comprends, a écouté la personne assermentée. Et mon fils, au tout premier, je dis bien, j'ai dû le remettre, j'ai eu le cœur brisé parce que moi, ayant déjà été défigurée quand j'étais enceinte du même enfant, Mhm. que j'ai dû laisser aller voir la personne en question, je me suis dit, si lui arrive ce qui m'est arrivé, comment ça va se passer? Et ben, ça n'a pas loupé. La toute première fois, mon enfant s'est pris 5 coups de poing dans le dos. Il avait à peine 6 ans. Il allait avoir ses 6 ans. Mhm. Et ça a été dévastateur. Et comme je le dis souvent, et comme je l'ai dit à Andrea, moi, le jour où Maddy est partie, le jour où j'ai récupéré Maddy, j'ai récupéré un autre enfant. Ce n'était pas le mien. Mhm. C'est le mien, mais sa personnalité était différente. J'ai dû le soigner. Et Mhm. jusqu'à présent, Maddy euh, est soumis à des soins. Mhm. Donc, alors que Maddy était un enfant joyeux, qui était, tout le monde, c'était un gros nounours, quoi, adorable, qui pleurait jamais, même s'il avait vécu ce qu'il avait vécu quand il était dans mon ventre, quand j'ai été agressée moi-même. Mhm. Et ben, c'était un enfant qui était super heureux, super souriant. Et ben, quand j'ai récupéré Maddy, j'ai récupéré un autre enfant. Alors, je me suis adaptée. J'ai dû, encore une fois, c'est une violence coercitive parce que, en tant que maman, j'ai perdu. C'est comme si j'avais récupéré un enfant qui n'était pas le mien. Et Mhm. j'ai dû m'adapter à cette situation et le soigner. Je sais que c'est mon fils, hein, mais il avait tellement été frappé, heurté, tellement il avait eu peur, tellement euh, il s'était renfermé de l'intérieur. Et ses frères et sœurs qui avaient été là, qui avaient été impuissants face à cet agresseur, Mhm. eux-mêmes sont tombés en pathologie.
Donc ma fille et mon fils qui m'avaient déjà vu me faire défigurer quand il avait 3 ans, l'aîné, hein, je parle, a dû, alors que lui n'était plus suivi parce que ça y est, ça s'était passé depuis que tout était, que je l'avais fait suivre, on m'avait dit c'est bon. Et finalement, il a dû recommencer. Donc mes 3 enfants ont été suivis à nouveau. Les 2 premiers parce qu'ils n'avaient pas pu sauver le petit et qu'ils l'entendaient hurler à la mort quand il était en train de le battre. Et ça les a choqués en fait. Et ça a réveillé le trauma de l'aîné qui m'avait vu me faire défigurer. Et m'a dit, quand je l'ai récupéré, c'était plus le même enfant. Donc, qui a perdu gros dans cette histoire? Mes 3 enfants sont retombés malades alors qu'ils étaient en excellente santé. D'ailleurs, j'avais même des certificats du pédiatre qui les suivait depuis la naissance qui disaient qu'ils étaient en excellente santé, qu'il n'y avait aucun problème. J'ai dû tout recommencer. Je me suis rebattue. En fait, je me suis rebattue plusieurs fois. Et pour moi, c'est une violence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'on m'avait donné raison, mais finalement, il a réussi, à travers sa coercion, à les rendre malades à nouveau, en fait. Et pendant 1 an et demi, comme j'avais souvent dit, j'ai été en non-représentation en me présentant à chaque fois où je devais remettre mes enfants, parce que moi, j'avais fait appel au juge directement. J'avais convoqué aussi certaines personnalités politiques en disant que depuis 2019, la fessée était proscrite et que moi, mon fils avait quand même reçu 5 coups de poing. Grâce à ça, monsieur a eu un rappel à la loi, mais à quel prix? Il a fallu que je me batte. Hein. Ça aussi, c'est une violence coercitive. On met des lois, depuis 2019, la fessée est proscrite, mais on met 5 coups de poing à un enfant et ça passe comme si de rien n'était. Si je ne m'étais pas battue, il n'y aurait rien eu. Est-ce que c'est logique? Il n'y a aucune logique. En fait, quand on vote des lois, il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Et ceux qui ne les appliquent pas, il faut qu'ils soient sanctionnés. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, il doit être sanctionné. Cette notion de contrôle coercitif, elle pourrait elle pourrait entrer en vigueur dans la loi très prochainement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as pu un peu étudier ces textes? Est-ce que tu as un avis dessus? Moi, je suis totalement en accord avec Andrea, hein, comme je le disais, hein, puisque je lui ai donné je lui ai cité pas mal de mes exemples et que je pense qu'elle avance dans le bon sens. Quand j'avais revu à Versailles avec Madame Rome, j'avais insisté sur la violence coercitive et qu'il fallait à tout prix le mener jusqu'au bout. Moi, je suis à fond pour que ça change et qu'elle soit inclue, effectivement. Et c'est vrai que du coup, je lisais aussi que en faisant passer cette notion de contrôle coercitif, ça amènerait un changement de prise, c'est-à-dire qu'on arrêterait un peu de culpabiliser les victimes en se disant pourquoi la victime est restée, mais plutôt comment son tortionnaire a agi pour qu'elle reste. Tout à fait. Non seulement ça permettrait de régler entre guillemets, hein, parce qu'on sait que ça met du temps, hein, ça sera pas pour nous, ça sera pour les futures générations, on va dire ça comme ça. Hein. Mais le temps que ça soit imprégné. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup parlé à Andrea des violences institutionnelles. C'est-à-dire que moi je peux pas comprendre que chaque fois que j'ai un jugement, que je sois dans mon bon droit et qu'on continue à pouvoir me pourrir la vie et que je vais porter plainte et que ça soit classé sans suite. C'est d'une violence. Et ça, c'est parce que la loi n'est pas, c'est parce que cette loi sur le contrôle coercitif n'est pas rentrée en vigueur, selon toi. C'est parce que non seulement la loi n'est pas rentrée en vigueur, et ensuite c'est parce que il y a des lois qui sont pas appliquées, comme l'état de nécessité. Moi, c'est ce que j'avais dit à Yael Brun-Pivet quand j'avais été exposée à l'Assemblée nationale. J'étais arrivée d'ailleurs avec 20 minutes de retard parce que je sortais du commissariat où on avait essayé de me bloquer. Et donc je suis arrivée à l'Assemblée nationale et la première chose, ils avaient déjà commencé la com, la première chose que j'ai dit à Yael Brun-Pivet, à la présidente de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut absolument appliquer l'état de nécessité. Quand on a un doute sur une situation et qu'un enfant est en danger, il faut appliquer, il faut arrêter avec le syndrome d'aliénation parentale. C'est quelque chose qui n'existe même pas, qui n'est pas reconnu. Et il y a des études qui le prouvent. Et il y a plein d'avocats qui pourront en débattre. Donc ça n'existe. C'est quelque chose qu'on a pris pour essayer d'amoindrir les charges en disant syndrome d'aliénation parentale, voilà. Et on classe tout de suite la chose. Non, ça n'existe pas. Donc à partir du moment où il y a un doute, il faut appliquer l'état de nécessité. Un point, un trait. Ça, plus les violences coercitives, je pense qu'avec des sanctions à ceux qui font pas ce qu'il faut, je pense que ça pourrait changer la donne.
Oui, parce que pour toi, aujourd'hui, les sanctions ne sont pas respectées, ni même peut-être à la juste mesure, à la juste hauteur des faits. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais dans mon Mhm. cas, ça Dans n'a ton pas cas. été le cas. Mhm. Comme j'ai dit à Andrea, euh, Ventila, comme je lui ai dit, dans mon cas, ça n'a pas été rien n'a été respecté. J'ai dû me battre constamment. Mhm. En fait, j'ai pas eu de repos. Mhm. C'est comme si j'étais en lutte quasi permanente. Et c'est ça que j'ai voulu qu'Andrea comprenne. Mhm. En fait, ça pousse certaines personnes au suicide. Mhm. Je lui ai dit, c'est très important ce que je dis. C'est-à-dire que cette charge et surtout ce manque de justice, ou plutôt cette injustice constante, malgré les procédures, malgré les actes judiciaires qu'on a en notre faveur, et que cette coercion continue et puisse nous pénaliser alors que nous avons raison quand on regarde les faits, c'est inacceptable et ça pousse au suicide. Et comme je l'ai dit à Andrea, je pense que je ne me suis pas suicidée parce que ma mère s'est suicidée. Sinon, peut-être que j'aurais pas eu la force que j'ai eue. Je me suis dit, ça, jamais je le ferai. Jamais. Mais je comprends les femmes qui tiennent pas le coup. C'est une charge énorme. Euh, Quand on voit, par exemple, que voilà, on a des rendez-vous en visite médiatisée. On emmène l'enfant, on se débrouille, même si c'est une fois ou deux fois dans le mois. On l'amène alors qu'on sait que l'enfant ne veut pas. Bon, c'est déjà quelque chose, c'est déjà compliqué. Mais ensuite, normalement, la personne est censée venir 20 minutes avant et qu'elle arrive en même temps pour vous voir, ça aussi, c'est une espèce de. C'est comme si la personne, elle vous montrait qu'elle a le pouvoir et qu'elle vous dit, je t'emmerde, Mhm. malgré ton jugement, malgré tout, tu vas voir ma gueule. Et ça, c'est inacceptable. À chaque fois, c'est de la violence, à mon égard en tout cas. Bien sûr. Je suis l'horaire comme indiqué pour pas le voir. Et Mhm. normalement, il devrait y avoir une porte par devant, une porte par derrière. Et en même temps, les choses sont mal constituées aussi. Peut-être par manque de budget, mais on ne peut pas créer des lois et pas mettre des lieux qui sont adaptés aussi. Mhm. Parce que je ne vois pas pourquoi on aurait à se croiser, vu que la personne n'a pas le droit de rentrer en contact avec moi. Donc c'est complètement illogique, insensé. Et quand on en parle à ces institutions, ce qui se passe, c'est que aussi, on sait très bien que c'est comme avec les écoles, c'est comme toutes les institutions. Ils veulent, il y a aussi le côté budget. Donc, plus elles sont bien vues, et moins il y a de problèmes. Alors, je ne sais pas pour leur jeter la pierre, Mhm. mais nous, on n'a pas à en subir les conséquences. C'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent ne pas faire de rapport et dire que tout se passe bien, plutôt que d'établir une vérité. Sauf que moi, je suis journaliste et moi, je prends des photos, tu Mhm. vois. Et Mhm. donc, il y en a qui ne le font pas, mais moi, je le fais. Mais pour prendre la photo, j'ai affronté ma peur. Tu comprends? Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est de la violence coercitive. C'est moi qui est pris sur moi, qui est bloqué, qui ai fait ce que j'avais à faire pour prouver, encore une fois, ma détermination qui fait que à chaque fois, je peux avancer. Mais je le fais encore une fois, je partage avec toi pour les autres. Bien sûr. Parce que moi, j'ai subi, enfin, je crois que j'ai subi la totale, le pire. Si j'en parle aujourd'hui, Mhm. c'est juste comme j'ai dit à Andrea, Ventila, c'est juste pour les autres, pour qu'on puisse, peut-être que celle qui n'y arrive pas, qui n'a pas la force de le dire, elle puisse avoir le moyen de s'en sortir si cette voie est votée. Qu'on puisse reconnaître sa souffrance Sa quotidienne. souffrance, totalement. Parce qu'on est vraiment dans de la torture. Ben oui. C'est... Je te donne un autre exemple Mhm. encore plus intéressant. Mhm. Quand le lieu de visite médiatisé prend contact et m'a donné tous les horaires, parce que tous les horaires sont établis à l'avance, par exemple, je te donne un exemple, Mhm. et que la personne a reçu le jugement bien avant et donc a reçu aussi les horaires, et qu'il y a une date fixée pour voir les enfants dans ce lieu médiatisé, et que toi, tu te balades avec tes enfants tranquille, il fait beau, tu vas au parc et tout ça, et que la personne enfin, tu te sens suivi, tu te dis, mais attends, non, ça doit être et que d'un seul coup, tu vois la personne foncer. Enfin, elle est à pied, mais foncer sur toi en t'attrapant le bras, alors qu'elle n'est pas censée rentrer en contact avec les enfants qui sont avec moi en plus. Hein. Mhm. Donc, t'imagines la peur des enfants qui ont déjà vécu des choses, de voir cette personne arriver à toute vitesse sur moi, me saisir le bras et essayer de m'embrasser, de me dire oui, on va boire un café, et moi en mode robotique en disant je me tiens au jugement. Mais tu te rends compte la force qu'il m'a fallu pour faire ça? Bien sûr. Et quand je suis partie porter plainte et la plainte a été classée, alors que sur le jugement, il n'avait pas le droit de m'approcher et qu'il l'a fait. Et pourquoi ça a été classé? Oui. Pourquoi ça a été classé? Qu'est-ce qu'ils... Ah Enfin, voilà, bah, qu'est-ce bonne qui... question. C'est de la Mhm. violence coercitive. Mais bien Voilà sûr, pourquoi bien sûr. je t'en parle.
Oui, parce qu'ils se sont dit, bah c'est rien, c'est juste, voilà, J'ai porté plainte à chaque fois. J'ai Ouais. plus de je sais pas combien de plaintes, hein. Commissariat de Fontenay-sous-Bois. On peut vérifier, hein. Il y a pas de, il y a pas longtemps, il y a une journaliste qui a vérifié d'ailleurs, donc on peut y aller, hein. Mhm. Ah, c'est pas des blagues, hein. Parce qu'ils se disent que c'était des gestes qui pourraient paraître anodins pris hors contexte, Non, c'est pas anodin, alors que c'est pas puisque anodin. l'État, déjà quand Madi a reçu les coups de poing, il a eu des jours d'ITT. C'est un enfant. Mhm. Donc à partir de là, c'est des faits. À partir de là, quand on dit on voit un lieu médiatisé tel jour et qu'on a déjà les dates établies, la personne n'a aucune raison de me suivre et de venir vers moi frontalement, alors que je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu en dehors des tribunaux et pas de près. Tu t'imagines la frayeur même à sa manière de venir à toute vitesse sur moi, me saisir. Tu t'imagines mon ressenti à moi? J'ai dit encore une fois, c'est parce que je pense que j'ai subi tellement de trucs durant l'enfance que j'ai cette capacité de réaction. Et finalement, il a dû partir. Il a vu que j'allais pas me laisser faire. Mes enfants étaient derrière, terrorisés. Mais on se dit que si t'avais pas eu ce caractère-là, ben en fait, ça aurait pu être très, très, très grave. Ça aurait pu te pousser au suicide, en fait. Toutes ces tentatives comme ça. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est ce que j'ai expliqué à Andrea, ce que j'ai expliqué à Madame Rome, ce que j'explique dans les conférences, ce que j'essaie de faire entendre un peu partout pour qu'on comprenne que non. À partir du moment où il y a des faits, on se base sur les faits. À partir du moment où une personne est violente, que ce soit une femme, j'insiste, que ce soit un homme, la personne violente doit être retirée de la vie de l'enfant. Pour moi, c'est primordial parce que sinon on va faire une société de violents. Parce qu'on ne peut pas soigner un enfant et puis après le remettre dans le même contexte. Quel est le but? Je te donne l'exemple. Quand mon fils de 3 ans m'avait vu me faire défigurer, il avait été soigné. Non, c'est pas moi, c'est le thérapeute qui avait dit que et en plus ça avait été pris en charge par l'État. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est le thérapeute qui a dit que c'était bon. Il n'y avait plus rien, il était très bien. Et le fait de voir son frère se faire prendre 5 coups de poing et ne pas pouvoir, ça l'a remis dans son trauma, ce qui est normal. Bien sûr. Alors, quelle est la logique de tout ça? Quelle est la logique de soigner un enfant, donc l'État perd de l'argent inutilement en fait? C'est quoi le but? Ça aide personne, ça aide pas l'enfant, et en plus c'est de l'argent perdu pour l'État qui doit recommencer à nouveau. Non, autant tout de suite sanctionner. Parce que sinon ça s'arrête jamais en fait. Mais tout à fait, ils savent qu'ils sont tout permis. C'est pour ça qu'ils recommandent jusqu'au féminicide. Moi, le mien, il m'a quand même dit que ça soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, tu finiras cramé dans le coffre d'une voiture. Moi, c'est écrit sur une de mes plaintes noir sur blanc. C'est ça la réalité en fait. C'est ça qu'il faut dénoncer. Tout à fait. On parle de contrôle coercitif, on parle aussi d'emprise. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence. Alors l'emprise, c'est une prison où nous avons la clé. C'est mental. C'est-à-dire que la personne a réussi à nous lobotomiser. On est comme un zombie. Et toi, du coup, pour t'échapper de ça, c'est vraiment suivre des psychothérapies? Alors moi, la première chose, c'était oui, de me faire soigner déjà, pour commencer. Et j'ai pas voulu, mais j'étais tellement atteinte que c'est, comme je dis, c'est l'État. C'est pour ça que je dis, c'est à quoi ça rime. Ouais, bien sûr. À quoi ça rime de payer pour ensuite laisser que ça puisse se reproduire. C'est un peu, c'est aberrant. Quand on sait qu'il y en a qui sont pas pris en charge. Non mais c'est vrai. On voit bien c'est défaillant. C'est quoi le but? On va s'amuser à tourner en rond. C'est le serpent qui te mord la queue, encore une fois. Non, oui, se faire soigner. Et puis plus on va avoir une situation, plus on va être sûr de soi et moins la violence coercitive nous touchera. En fait, on sera capable de se dire, si je suis capable de faire ça, je peux faire ça. Si je suis capable de faire ça, tant pis, je ferai ça. Et ainsi de suite, un pas après l'autre, en fait. Je laisse à Lydie le mot de la fin. La violence coercitive, c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire, moi je vais te donner un exemple, le mien était, je sais plus ce qu'il fait maintenant, mais était sportif professionnel, et je sais que quand moi j'ai eu les jugements, pour moi une violence coercitive c'est ça en fait partie, c'est que beaucoup de gens ont fait des attestations fictives, des attestations en disant que c'était un bon père,
que c'était des gens qui connaissent pas mes enfants, hein, mais D'accord. des joueurs. Tu sais, dans les clubs, il y a beaucoup de monde, hein. Mhm. Donc, j'ai eu je sais pas combien d'attestations. Il est issu d'une famille nombreuse, enfin une famille polygame. Donc, j'ai eu des attestations de divers membres de la famille. Et du coup, je me suis trouvée face à... J'étais, comme ils m'ont dit, il y en a, d'ailleurs, il y a un de ses frères qui m'avait dit les loups sont lâchés. Bah, effectivement, il avait raison. Je me suis retrouvée face à une meute et j'ai dû être une lionne face à plein de loups, en Mhm. fait. Et c'est pas normal, c'est de la violence coercitive parce que je me suis retrouvée seule pour défendre mes 3 enfants contre énormément de monde, y compris des gens qui lambda. Et c'est pour ça que j'insiste dessus. Faites attention à ce que vous faites. Remplissez pas n'importe quoi. C'est pas parce que quelqu'un est souriant, c'est pas parce que quelqu'un est le meilleur des amis qu'il est forcément un homme qui n'est pas violent ou qui n'est pas un agresseur en aparté, quoi. Donc arrêtez de faire des. En plus, c'est passible d'amende. Et moi je dis, alors je vais aller plus loin. L'État cherche de l'argent. Moi, je dis, même là, si moi, je mettais en procédure toutes les personnes qui ont fait des attestations fictives, parce que, attention, les attestations, je les ai reçues avant que mon fils de 5 ans prenne les 6 coups dans le dos. T'imagines? Mhm. Donc, en disant que c'était un bon père et tout. Et suite à ça, mon petit de 5 ans, qui allait avoir 6 ans, s'est fait massacrer, tumifier le dos de 15 centimètres sur 15 centimètres. Ça prenait tout son dos. Mhm. Il est parti au JMJ et tout, hein. Donc, si moi, j'avais poursuivi ces gens-là, si j'étais quelqu'un d'intéressé, c'était 15 000 par tête. Donc, si l'État veut des sous, et ben, quand il y a des choses comme ça, et ben, hop, tout de suite, boum, vous avez fait une attestation, il est arrivé ça, 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 c'est voilà. Mhm. Quand quelqu'un ment, il est puni. Il faut sanction. Mais tout ça, tout ce que ces gens m'ont fait, sans me connaître, hein, ils ne me connaissaient pas. Enfin, certains, oui, de vue, mais c'est de la violence coercitive. Parce que quelqu'un te demande de faire une attestation, tu vas faire une attestation alors que tu sais pas. Non, il faut réfléchir à 2 fois ce qu'on fait dans la vie. Ça Ok. impacte la vie des autres. Mais c'est mettre en danger la vie des autres. Oui, ils ont mis la vie en danger de mes enfants. Comme le policier qui a dit que je venais pour... Il a mis aussi la vie en danger de mon fils. Mhm. Voilà, donc c'était un autre état d'esprit. C'est parce que comme je le dis souvent, je fais des émissions où je raconte pas mal de choses. Pour certains, ça leur a pas plu. Bon, maintenant, j'ai plein d'amis dans la police, mais à l'époque, c'était pas le cas. Mhm. Et il a fallu se battre pour se faire entendre. Et je crois que j'ai réussi à me faire entendre. Beaucoup de gens savent maintenant que ce que je dis, c'est pas faux. Et voilà, quoi. Donc, ça a mis le temps qu'il fallait. Mais les nouvelles générations sont en train de changer les choses. Oui, et puis en même temps, c'est normal, c'est ton rôle en tant que journaliste de prendre la parole. Oui, mais après, en tant que journaliste, c'est mon rôle. Mhm. Mais encore une fois, quand on est une ancienne victime, c'est comme si on avait toujours quelque chose à prouver. Mhm. Pour beaucoup, hein. Alors que c'est faux, hein, c'est archi faux. Parce qu'il y a des femmes avocates qui n'ont jamais dit qu'ils sont victimes. Il y a des femmes, j'en connais plein, plein, plein. Je citerai pas de nom. Mais c'est un combat constant qu'on a. On doit s'imposer Mhm. pour se faire entendre et pour se faire, pour être pris au sérieux dans sa profession. Alors que ça devrait pas être le cas. J'insiste, ça aussi, c'est une violence coercitive. Parce que le mépris de certains dans la profession, suite au fait que je sois une ancienne victime, c'est une violence coercitive. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a tout à réformer. On va commencer petit à petit déjà. Oui. Je voudrais terminer en disant Vas-y. qu'une note positive, comme je dis, les choses changent. Elles changent pas rapidement, mais elles changent petit à petit. Et il faut garder espoir. Il faut continuer d'avancer, continuer de se battre et avec le sourire si possible. On se barre. On se barre. On On se se barre. barre.